met la pression, silence de suite à part. Merci à tous d'être venus pour cette deuxième soirée de l'Académie sur le thème de la cheville cette fois-ci. Alors ça surprend un petit peu, hein. On vous a donné à manger que de l'épaule jusqu'à présent. Et ce soir, on va consacrer cette soirée à la cheville. Et je vais passer le micro à JB pour présenter l'équipe de ce soir. JB que je remercie parce que c'est aussi toi qui as pu organiser un petit peu tout ça. C'était notre lien vers le membrin. Et on va faire donc en 4 temps, avec après chaque intervenant un petit temps de questions. Donc n'hésitez pas à poser des questions, on est là pour ça ce soir. Et après donc la conférence, on aura un petit moment convivial pour finir la soirée ensemble. Merci. Merci. Donc du coup, bienvenue à tous. Merci d'être là. C'est génial que vous puissiez vous rendre disponible et intéressé dans ces problématiques professionnelles. La soirée de ce soir, donc du coup, est consacrée donc du coup à la cheville. Enfin, Uncle Power, il est là. Du coup, nous avons essayé de venir parler de manière pluridisciplinaire. C'est quelque chose qui nous touche beaucoup et à quoi on a beaucoup à cœur. Et donc, assez naturellement, je me suis tourné vers l'IMCP, avec qui, sur le BAB, je travaille pas mal. Voilà, donc du coup, avec Nicolas Biencourt, qui est médecin du sport, spécialisé, qui a une double expertise, c'est-à-dire qu'il travaille en médecine du sport, la moitié de il voit tout, il voit pas que de la cheville. Et ensuite, il travaille à l'IMCP 2 jours par semaine, où là, justement, il axe vraiment son travail sur la cheville. Donc du coup, on pourra avoir un spécialiste du pied qui, en même temps, a la vision un petit peu de recul sur le reste de la pathologie sportive. Voilà. Cédric Vincent, qui est kinésithérapeute landais, et du coup, qui lui est spécialiste dans la prise en charge des pathologies du membre inférieur, avec qui on se répond un petit peu parce que Cédric a une pratique assez générale, et alors que moi, Jean-Baptiste Combier, alors que moi je suis assez spécialisé en fait dans la danse et dans la reprogrammation neuromotrice. Donc du coup finalement on essaie d'arriver à avoir cette complémentarité, à essayer de se dire bon voilà, sur la cheville, qu'est-ce qu'on voit au niveau kiné général et qu'est-ce qu'on voit au niveau kiné sportif. Ça me permet de passer un peu rapidement sur ma présentation, c'est fait. Et ensuite Stéphane Lemoine, qui est chirurgien du pied, qui travaille à l'IMCP. Et qui lui, voilà, avec qui on travaille beaucoup, avec qui moi je l'apprécie beaucoup parce qu'on arrive à avoir de vraies conversations, enfin de avoir de vrais rapports sur de savoir sur les patients qui nous inquiètent un petit peu, comment est-ce qu'on peut raisonner, comment est-ce qu'on peut voir les choses. Okay. Le thème de la soirée, c'est de l'aigu au chronique. L'idée, c'est d'arriver de vous donner des points clés. Alors, on ne peut pas tout faire en 15 minutes par personne, c'est compliqué, mais d'arriver à avoir des points clés sur lesquels on se dirait, voilà, si on avait juste un point à vous transmettre ce soir, lequel il serait. Voilà, pour qu'ensuite, ça puisse nourrir une discussion qu'on puisse avoir derrière. Voilà, donc, du coup, on a deux parties. Nicolas et Cédric qui vont parler beaucoup plus de l'aigu, d'un point de vue médecin du sport et du coup d'un point de vue kiné. Et ensuite, moi-même et Stéphane qui vont vous parler plutôt de la cheville chronique, de l'instabilité chronique de cheville. Qu'est-ce qu'on peut en faire en tant que kiné, et ensuite quels sont les cas où là il faut aller plus loin. Ça va? On est prêts? Trop chouette. C'est parti. Et bien du coup, Nicolas, c'est à toi. Allez. Bonsoir. Alors attends. Dans l'autre sens. Alors moi je vais vous parler de l'entorse de cheville et je voudrais surtout parler des entorses latérales avec les critères de gravité, surtout ceux-là qui vont nous embêter et qui vont ensuite aller vers l'instabilité chronique. L'idée c'était surtout vous aider à comprendre un peu les différentes étapes du traitement, savoir un peu où vous positionnez et surtout que vous puissiez alerter sur certains critères de gravité qu'il faut essayer de ne pas rater.
parce qu'il y a aussi, je pense, beaucoup d'entorses que vous voyez sans que ce soit vu par les médecins. Donc, pour commencer, un petit état des lieux. Donc, les entorses de cheville en France, c'est 7000 par jour. Donc, ça peut aller jusqu'à 40% de séquelles. On peut faire le calcul, ça fait quand même beaucoup de monde. Tous les ans qui souffrent de séquelles sur les entorses. Donc, pourquoi ? Parce que c'est encore un traumatisme qui est assez banalisé. Classiquement, c'est RCAS, t'as tel qui ne marche pas, 15 jours et c'est bon. D'accord ? Donc, bon, c'est pas tout à fait comme ça. Il y a des choses qu'il faut aller chercher. C'est-à-dire que la prise en charge, elle est perfectible, on est encore susceptible de l'améliorer. Alors, comment on améliore ça ? Bon, on peut y réfléchir un peu, une prise en charge aux urgences. Reconnaître les critères de gravité, vous verrez, j'y reviendrai souvent. Les généralistes, les kinés, ça c'est important de pouvoir traquer, d'aller envoyer les bilans lésionnels. Prise en charge sur mesure, c'est un peu différent, c'est un peu nous ce qu'on fait à l'IMCP, c'est-à-dire qu'on va adapter un peu le traitement à chaque patient, pardon. Mais pour ça, bon, il faut avoir un peu d'expertise, il faut pouvoir faire les échographies sur place, etc. etc. Améliorer les filières de soins, là oui, le problème c'est l'accès souvent pour vous à l'échographie, il y a des délais, ils sont longs et en fait on perd du temps. Pourquoi on perd du temps ? Parce que le but de traitement c'est quand même sur vos entorses graves avec des lésions ligamentaires, c'est la cicatrisation. La cicatrisation, c'est 6 semaines, j'étais un peu violent, mais 6 semaines il est trop tard. Pour la cicatrisation optimale, c'est pas top si vous l'immobilisez tard, le système cicatriciel il est terminé. En fait, voilà. Il faut essayer de ne pas rater les immobilisations et les prises en charge au départ. Bonne évolution, si bon traitement, oui, si on immobilise bien, les bilans lésionnels sont faits, qu'on adapte bien le traitement, ça va bien se passer. Il n'y a pas de chirurgie en urgence. Et généralement, quand on traite bien au départ, on a rarement besoin de chirurgie derrière. Donc, reconnaître les entorses graves. Donc, vos patients, j'essaie de lister à peu près, il y a 3 cas de figure, je pense. Vous allez voir les patients. Il y a les patients qui vont venir en accès direct chez vous. En gros, ils n'ont vu personne, ils se sont fait une entorse, ils arrivent chez vous en première intention. À ce moment-là, voilà, vous devez évaluer les critères de gravité, vous allez refaire votre petite anamnèse. Première chose très importante, vous demandez toujours aux patients, moi je pense dans votre bilan initial, c'est quoi le mécanisme ? 70% c'est l'entorse en inversion, c'est classique. Là, vous allez atteindre le point d'intérêt. Il y en a d'autres qu'il va falloir aller traquer, on en parlera un petit peu après. Donc le mécanisme, première chose. Est-ce que c'est un premier épisode d'entorse ? Ça c'est important. Entorse grave, premier épisode, c'est celui qui va conditionner la suite. Si vous ratez celle-là, après il y a des risques d'être instable. Donc les critères de gravité, c'est assez simple, je vous ai listé, c'est craquement. Le gars, s'il a ressenti un craquement, il vous le dit. S'il dit « oh, je sais pas », c'est qu'il n'y en a pas eu. Il y a un craquement, le gars, il le sent. Œdème précoce, c'est un œdème dans la demi-heure. Histoire, cheville, craquement, œdème dans la demi-heure. Critères de gravité. Hématome, pareil, hématome précoce, généralement ça arrive dans l'heure, c'est grave. Si ça arrive 2 jours après, généralement c'est un peu moins dangereux. S'il y a ces critères de gravité-là, à un moment donné, il va falloir savoir ce qui se passe en dessous. Vous ne pouvez pas le traiter à l'aveugle, c'est pas l'idéal, quoi. Donc il va falloir demander une échographie. C'est l'échographie, c'est pas l'IRM, c'est l'échographie qui va vous dire, au premier temps, quelles sont les lésions. On va y revenir après. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Si vous avez, il n'y a pas eu de radio, oui c'est vrai, ça c'est le patient qui arrive chez vous. S'il n'y a pas eu de radio, les critères d'Ottawa, vous connaissez tous. C'est un critère qui a été fait pour les urgentistes, ça suffit de faire des radios. En pratique, c'est pas comme ça, ils font des radios à tout le monde. Et vous pouvez les utiliser, ça peut vous aider si besoin. Et puis, l'immobilisation, on y reviendra après, mais vous avez le droit de prescrire des immobilisations, vous pouvez les adapter. Est-ce que sur une entorse, on susceptible qu'elle est grave, vous pouvez mettre une botte, qui peut le plus, peut le moins. En attendant, il n'y a pas de perte de chance, c'est à discuter. C'est des choses que vous pouvez faire, ça. Deuxième cas de figure, le patient qui est passé aux urgences, la plupart du temps ça reste quand même comme ça, il a déjà eu sa radio, et là chez vous avec sa radio, voilà, je me suis fait une entorse ce week-end. Donc avec cette radio, il faut que vous soyez capable de la comprendre. La plupart du temps, il n'y a rien à la radio. Bon, pas de souci. Ça n'empêche que vous allez demander les critères de gravité et envoyer le bilan lésionnel s'il y a besoin. Et puis parfois vous avez des petites... Alors, je ne l'ai pas mis. Parfois vous avez des choses... Avec la radio, oui, elle sert à éliminer la fracture. Et parfois, vous avez des choses, des arrachements, des avulsions, des fractures-arrachements. C'est du jargon de radiologue, ils vous disent parfois plein de choses différentes. D'accord ? C'est pas de la fracture, il y a besoin d'un fil chirurgical. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le ligament est tellement tracté qu'il a arraché l'insertion. Okay ? Donc ça veut dire rupture ligamentaire. Donc il va falloir envoyer un bilan lésionnel pour savoir ce qu'il y a en dessous. Okay ? Il y a un petit cas un peu particulier, vous allez voir des avulsions, puis votre patient il arrive. Voilà, la cheville elle n'est pas gonflée, il n'y a pas de critère de gravité. Demandez-lui, ce que je vous dis tout à l'heure, est-ce que c'est une première entorse ? Généralement, il y en a eu avant. D'accord ? Donc ça, c'est des stigmates de ces entorses anciennes. Ok ?
Ok, ça c'est important de savoir un peu et de pouvoir évaluer ça. Donc vous avez fait tout ça, il y a quand même une chose qu'il faut que vous traquiez, on en parlera, je n'ai pas fait trop là-dessus aujourd'hui, mais l'entour de la syndesmose, vous connaissez tous ça je pense. Dans votre bilan initial, voilà, vous devez faire attention à ces petites entorses-là, être capable d'aller les traquer. Une petite palpation, je vous l'ai mis, je sais plus où c'est, là, ici, une petite palpation de votre TFAI, d'accord, est-ce qu'il a mal? Un squeeze test, ça prend 2 secondes, vous connaissez le squeeze test, vous compressez tibia péroné, et c'est positif si vous avez des douleurs dans la cheville. Là où vous allez appuyer, il va avoir mal, donc ça compte pas. Ok, un squeeze test, si c'est ça, potentiellement entorse de la syndesmose. Je vous rappelle, le mécanisme d'entorse de la syndesmose, normalement, c'est pas l'inversion, c'est flexion dorsale, rotation latérale. Typiquement, c'est le rugbyman, il est dans le rug, on l'attrape par derrière, paf, ok. Ceci dit, ça vaut le coup de regarder à chaque fois, on l'a parfois sur des inversions ou flexion plantaire, ça vous arrive aussi. Ok, donc ça, vous devez le faire systématique. Bon. Ok, donc votre bilan lésionnel, dans un monde merveilleux, vous avez votre échographie entre J5 et J10, c'est pas toujours comme ça, mais on parle d'un monde merveilleux. Vous avez 3 types de lésions, pareil, il va falloir comprendre votre échographie. 3 types de lésions, vous avez l'atteinte simple sans rupture, ça c'est la grade 1, atteinte partielle grade 2, atteinte rupture complète grade 3. Okay, et ça, on doit vous le donner à l'échographie. Alors il ne vous la grade pas toujours selon le radiologue, il va vous dire rupture d'allure partielle, de machin, truc et tout. Bon, voilà. Mais il va falloir interpréter ça. Vous devez avoir un mot sur la syndesmose, le TFAI doit vous décrire, pareil. S'il y a des lésions à ce niveau-là et qu'il n'y a pas eu d'avis spécialisé, il faut demander. Vous devez avoir donc l'état des lieux de votre plan latéral, LTFA calcanéo-fibulaire. Est-ce que, en gros, moi, quand je fais des comptes rendus d'écho, LTFA grade 2, calcanéo-fibulaire grade 1, d'accord, vous devez savoir où vous en êtes. Okay, un petit mot sur les tendons fibulaires, toujours, souvent vous avez des ténosynovites ou des choses comme ça. Le nœud rétinaculum, ça c'est la complication, pour la rupture de la luxation des fibulaires, on n'y reviendra pas, mais ça c'est avis spécialisé aussi. Votre plan médial, vous aurez toujours un petit mot sur le plan médial. La plupart du temps, on vous dit lésion de contre-coup. C'est quoi? En inversion, vous venez écraser le plan médial. Ça crée un épaississement, c'est ça. S'il y a une rupture de votre plan médial, moi je vous conseille de prendre un avis spécialisé. Pourquoi? Parce que souvent il y a des syndesmoses associées. Ça peut arriver. Un mécanisme, c'est rotation latérale, flexion plantaire et puis éversion. D'accord. À ce moment-là, votre plan latéral il peut sauter, il peut y avoir des fractures. Donc il faut se méfier de ces entorses-là. Donc une fois que vous avez tout ça, vous allez pouvoir à peu près avoir une idée de ce qu'il y a en dessous, de ce que vous allez devoir mettre comme immobilisation et tout ça. L'entorse bénigne, bon, normalement vous n'avez pas de bilan. L'entorse bénigne, c'est le patient qui arrive chez vous, il n'a pas eu de critères de gravité, je vous rappelle, craquement, œdème précoce, hématome, tout ça il n'a pas d'œdème. Vous palpez les ligaments, il y a peu de douleur ou à peine une petite gêne sur le TFA. Entorse bénigne, ok. Vous pouvez l'immobiliser quand même. Entorse bénigne, il faut quand même que le ligament cicatrise. C'est 3 à 4 semaines. Vous mettez un truc type ligastrap, un truc comme ça suffit largement. On peut marcher dessus. Donc, je vous conseille de faire un peu de rééducation. Dans le temps, on disait ne faites pas de rééducation là-dessus. Il faut y aller. Entretenir le musculaire, c'est hyper important. L'entorse moyenne, c'est quoi? C'est rupture du LTFA isolé. Si c'est isolé, maléodinastab, ça suffit, d'accord. Toutes les aircasts et machin, mettez tout à la poubelle, ça marche pas, ok, vous savez ça depuis longtemps. C'est encore ce qu'on donne beaucoup aux urgences, mais ça évoluera encore, d'accord. Maléodinastab, c'est très bien, Sport Plus, tout ça c'est très bien, il faut immobiliser le LTFA. Vous pouvez mettre en charge les temps d'immobilisation, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 6 semaines, ok. 4 à 6 semaines, il n'y a pas de consensus, c'est compliqué. Peut évoluer, mais moi je vous conseille, même si de le remettre en fonction, de continuer à travailler dessus, pas hésiter à prolonger un peu l'immobilisation, au moins jusqu'à 6. À 6, vous n'en avez plus besoin, vous pouvez l'enlever sans problème. Mais si c'est quelqu'un qui a un boulot un peu difficile, tout ça, laissez-lui au moins à la telle un peu la journée des 2 dernières semaines, même si ça va très bien. Laissez tout ça bien cicatriser, c'est vraiment ce qui est important. L'entorse grave, c'est rupture LTFA calcanéo-fibulaire. Okay, là c'est plus compliqué, il faut les immobiliser par boîte. C'est pareil, 4 à 6 semaines. Idéalement, on réévalue à 4 semaines, on voit un petit peu ce que ça donne, on peut adapter le traitement, mais ça vous ne pourrez pas le faire, d'accord. On va faire une écho, vérifier si ça a bien cicatrisé. Donc nous c'est ce qu'on fait, mais en gros c'est entre 4 et 6 semaines, vous suivez l'évolution. Kiné de suite, d'accord. L'immobilisation, je vous rappelle, elle sert à ce que ça cicatrise, d'accord. C'est pas pour ça qu'il faut avoir en tête le fonctionnel, c'est hyper important, je sais que vous adorez ça. Il faut entretenir les mobilités, d'accord, ça c'est votre travail initial, on entretient bien l'immobilité. On entretient un peu de musculaire, c'est les protocoles Epicel-Love, vous connaissez ça, tout ça? Ouais, d'accord, ok.
Alors j'ai souligné un peu le E, le L, le O. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est limite ce qui est le plus important. Le premier E, c'est éducation. Il faut apprendre à vos patients, il faut leur expliquer que ça va bien cicatriser, que c'est pas chirurgical. Il faut leur expliquer qu'ils peuvent mettre de la charge, d'accord? Il n'y a pas de souci. Alors, si vous avez un patient qui est très douloureux, on va mettre des béquilles, on va mettre de la décharge. Moi, je ne mets jamais de décharge complète. Okay. Il y en a qui le font. Mais on peut remettre de l'appui progressif. Vous déchargez par les béquilles. Par contre, vous devez leur expliquer qu'ils doivent fonctionner normalement. Pas un patient qui béquille comme ça, c'est pas possible. D'accord? Il décharge et il a un mouvement de marche le plus normal possible. Ça, c'est bon pour la jambe, vous évitez de muscler le bras, enfin la cuisse, etc. etc. Donc, la décharge, c'est antalgique. Okay? L'immobilisation sert à le protéger, mais il n'a pas besoin de surprotéger. Okay? Ça, c'est vraiment, je pense, important de leur expliquer, mais je leur explique tout le temps. Ne surprotégez pas votre cheville. Après, fonctionnellement, c'est catastrophique. Vous galérez derrière. Hein, okay? Donc ça, c'est l'éducation. Elle, c'est la charge. Oui, on vient d'en parler. Moi, je remets de la charge progressivement. Et à 5 semaines, les entorses marchent avec leurs bottes, il n'y a aucun problème. Le O, c'est optimisme. Hein, pour expliquer que bah oui, ça va bien récupérer, ça va bien se passer si on le traite bien, si on s'en occupe bien. Si eux, ils s'engagent aussi dans leurs soins en évitant de laisser leur cheville traîner toute seule, bah, ça va bien se passer. Hein. Eux, c'est l'exercice, ça c'est pour vos patients sportifs qui ont besoin de bouger. Bah oui, on peut faire de l'exercice, même avec une botte et tout ça. Plus vous le faites, bah, plus vous aidez la vascularisation, en fait, ça améliore la cicatrisation. Hein. Donc après, l'exercice, il faut voir, moi j'ai des gars qui pédalent avec les bottes, hein, ça je dis rien. Voilà, donc vous pouvez travailler, faire du gainage, faire du corps, hein, il y a aussi Cabra, souvent on n'est pas trop équipé avec ça, mais c'est des choses qu'on fait. Hein. Voilà, si vous faites tout ça, ça va bien se passer généralement. Okay, donc votre rôle, comme je vous avais dit, c'est, moi je pense que c'est hyper important qu'en première ligne, vous êtes obligé, capable d'évaluer vos critères de gravité. Hein. Je vous redis, craquement, œdème précoce, machin. Vous devez avoir un bilan lésionnel. Hein. Encore en 2026, maintenant, voilà, on ne fait plus de trucs à l'arrache. Voilà, il y a tout pour que ça se passe mal. Hein. D'accord? Et quand ça se passe mal, bah, on a des séquelles. Okay, on en a parlé, 30 à 40%. Donc les séquelles, on les évalue jamais avant 3 mois. Limite, c'est tôt, 3 mois. Hein. 6 semaines de cicatrisation, 4 à 6 semaines de kiné, vous arrivez à 3 mois. Donc, avant 3 mois, on n'est pas dans du séquel, on est encore dans le travail de rééducation de son entorse grave. Okay, donc on va les recevoir. Alors les séquelles, oui, généralement, c'est les douleurs ou les sensations d'instabilité. C'est souvent un petit peu les deux. Il y en a plus un que d'autres, c'est pas facile toujours à évaluer tout ça. Quand on les reçoit, nous, parce qu'on les reçoit pour faire des mesures d'instabilité, ou alors à la demande du chirurgien, parce qu'il les évalue à ce moment-là, on évalue 2 choses, hein, rapidement, les facteurs mécaniques, hein, l'os et le ligament, et puis après le facteur fonctionnel, où on en est au niveau de la rééducation, on est au niveau proprioceptif, renforcement musculaire. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a l'intérêt de l'IRM. Okay, avant, en dehors de l'entorse de la syndesmose, parce qu'on se pose les questions de chirurgie, pas d'intérêt, hein, l'échographie c'est très bien. Donc, on voit souvent des gens arriver à 6 semaines avec une IRM, une écho, un machin et tout ça, bon ça coûte cher, ça coûte pas grand-chose, si ce n'est que de stresser le patient, parce que à l'IRM vous aurez de l'œdème osseux, vous allez avoir un machin, un truc milieu, plus personne ne comprend rien, le patient au milieu il comprend que dalle, et bon, du coup c'est un peu le bazar dans sa tête, hein, d'accord? Donc l'IRM, qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'il y a des lésions cartilagineuses, est-ce qu'il y a des lésions ostéochondrales qui peuvent expliquer qu'il y a des douleurs et de l'instabilité, hein? On va avoir aussi une cartographie ligamentaire, hein, pas toujours oublier que l'IRM est une imagerie en coupe, vous faites des coupes, et vous reconstruisez le ligament. Donc il n'y a pas de dynamique là-dedans. Donc vous allez voir stigmate de rupture de LTFA ou rupture LTFA parfois, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne marche pas. S'il marche, vous le revoyez à l'échodynamique. Donc c'est ça qui est hyper important. L'échodynamique, elle va vous donner une idée, est-ce que le ligament il fonctionne ou qu'il ne fonctionne pas. Okay, donc il va être épaissi, on va avoir les stigmates de la rupture, mais vous avez un ligament qui peut très bien fonctionner. C'est ça qu'on va évaluer. Hein, parce que vous avez un diastasis, tout ça sur les manœuvres dynamiques. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Et ensuite, on fait un bilan clinique. Nous, on évaluation. En gros, rapidement, on évalue le potentiel d'amélioration par la rééducation. Quoi. On va tester les fibulaires, on va le faire fonctionnellement, on va le faire travailler un petit peu, et on regarde, on évalue un peu tout ça. Si c'est le cas, on va toujours aller sur ces leviers-là avant de discuter de chirurgie. Hein. Voir des patients qui ont des ligaments qui marchent un peu moins bien et qui se sentent stables, sans problématique, parce qu'ils vont compenser par le musculaire. Donc moi, j'ai tendance à toujours pousser hein, le médical, mais parce que je ne suis pas chirurgien, et, pour essayer d'éviter d'en arriver là. Et puis quand ça ne marche pas, que vous avez la cheville semble bien équilibrée, il n'y a pas de grosses lésions
qui explique l'instabilité, bah, de temps en temps, et que vous avez du séquel ligamentaire, ça a été mal immobilisé ou pris en charge tard, mais vous avez des ligaments qui marchent moins bien, et dans ce cas-là, on va demander l'avis chirurgical. Hein, c'est les chirurgiens vont rentrer, ils vous en discuteront après. Hein. Voilà, donc j'arrive tout doucement à la fin. Je pense qu'il y a, ce qui est important, vous compreniez, c'est bilan lésionnel, 6 critères de gravité, hein, ça fait 30 fois que je le dis, c'est hyper important. Il faut savoir ce qui se passe en dessous pour pouvoir adapter au plus près le traitement. Attention à la première entorse, hein, c'est celle qui va conditionner la suite les instabilités chroniques, etc. etc. Et toujours avoir une petite pensée pour la syndesmose. J'en ai pas trop parlé ce soir, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Voilà, merci. On a un petit temps de questions du coup. Qui est-ce qui a des questions à poser à Nicolas du coup? J'ai l'impression que c'était hyper clair. Alors, voilà. Alors Non. Ah pardon, excuse-moi. J'étais sûr que tu avais une question. Je suis un peu déçu. Je suis timide. Ok. Bon, super. Bah, écoutez, si ça vous va, on va passer à la deuxième partie avec Cédric sur la cheville en phase aiguë. Bonjour à tous, donc je suis très content d'être là pour parler de la cheville, et en plus je vois qu'il y a plein de têtes connues, donc ça me fait vachement plaisir de vous voir. Je vais commencer mon topo, on va se poser une question qu'on s'est tous posé, les kinés, et qu'on se pose encore quand on reçoit des chevilles au cabinet, c'est quelles évaluations mettre en place pour orienter la rééducation. Pour répondre à cette question, on va utiliser les recommandations de la HS, alors on ne voit pas le 5 de c'est 2025, qui reprennent un consensus de 2019 qui est le consensus ROST, qui vient finalement lister les éléments que l'on doit évaluer au cours de la rééducation. Quels éléments on doit évaluer, pourquoi les évaluer et avec quel outil de mesure. Finalement, ce consensus ROST et ces recommandations de la HS, ça va être notre cadre de référence au cours de la rééducation de nos chevilles. Et ça, c'est hyper important. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce cadre de référence? Alors, on va les lister rapidement, mais on doit évaluer l'intégrité des ligaments latéraux de la cheville. On doit évaluer la douleur et l'œdème, parce qu'on sait que ça va être des marqueurs de progression hyper importants pour nous. On évalue la mobilité l'ostéocinématique et l'arthrocinématique, donc la mobilité de la cheville. Également, donc la force musculaire, le contrôle postural statique, dynamique, la démarche de nos patients et des mesures auto-rapportées par notre patient, comme sa sensation d'instabilité et finalement sa confiance dans la cheville. Okay, ça, c'est mon cadre de référence. Et finalement, on doit aller se nourrir un petit peu de ça pour diriger nos évaluations. Devant le temps imparti aujourd'hui, on va s'intéresser seulement à 2 items de ce cadre de référence qui vont être la mobilité ostéocinématique et arthrocinématique de la cheville. Et pour le dire autrement, on va s'intéresser finalement à la flexion dorsale de la cheville. Okay. La flexion dorsale de la cheville, si on fait un petit focus avec une diapo sur laquelle j'ai essayé de ne pas m'éterniser, mais son importance finalement dans la biomécanique, eh bien, elle est fondamentale dans l'absorption des forces de réaction du sol. Et une première chose qui est primordiale à comprendre, c'est qu'on parle d'un déficit distal qui est dans le plan sagittal, donc la cheville, dans le plan antéro-postérieur, et les répercussions finalement elles vont être proximales sur le genou et sur la hanche, et elles vont être dans le plan transversal et dans le plan frontal. Donc ce déficit distal, il va avoir, on va parler du coup d'un schéma de compensation qui va être ascendant. Qu'est-ce que ça exerce un déficit de flexion dorsale sur le genou? Sur des activités comme la marche ou le saut, on voit qu'on a une augmentation de la rotation externe du genou, une augmentation aussi du moment d'adduction, et ça enclenche également une coactivation musculaire plus importante au genou lors du saut. On a un impact fonctionnel aussi sur la performance avec une diminution des capacités de décélération à haute intensité. On sait que c'est notamment le muscle solaire qui va gérer ces capacités de décélération. Et pour déployer, on va dire, son action, on a besoin d'un débattement dans la cheville, on a besoin d'une amplitude. Et ça, c'est permis par la flexion dorsale. Donc je répète pour synthétiser, mais c'est primordial, déficit distal et répercussion finalement proximale dans des plans frontal et horizontal. On sait aussi maintenant que un déficit de flexion dorsale de la cheville, c'est un facteur de risque de lésion également distale, donc l'instabilité chronique de cheville, la ponévropathie plantaire, la tendinopathie d'Achille, mais c'est aussi un facteur de risque de pathologie proximale. Et maintenant, on a un peu de certitude sur le lien entre un déficit de flexion dorsale de cheville et un éventuel risque de rupture du ligament croisé antérieur. Donc juste pour signifier encore une fois l'importance de cette fameuse flexion dorsale de cheville sur tout le membre inférieur.
L'évaluation, le gold standard de l'évaluation, maintenant, on a des certitudes, c'est le fameux WBLT, donc le Weight Bearing Launch Test, qui est un test de fente en charge. On a de la chance, entre guillemets, parce que c'est un test simple à faire, qui ne demande pas du tout de matériel, on a juste besoin d'avoir un mur et éventuellement un mètre ruban. Ça a beau être simple, il faut faire très attention à l'exécution de ce test pour favoriser la reproductibilité inter- et intra-opérateur, et on fait surtout attention souvent au placement de la jambe arrière. Il faut être vigilant, le patient il doit placer sa jambe librement, sinon on peut être limité par une hypoextensivité des chaînes postérieures de la jambe contralatérale. Ce test il nous permet une analyse quantitative, avec un cut qui va être autour des 10 cm de distance entre le gros orteil et le mur. On va tolérer 8 cm chez des patients qui ont des exigences fonctionnelles un petit peu plus faibles, mais on garde ce cut de 10 en tête. Et une asymétrie de 1,5 cm doit interpeller le praticien pour s'intéresser fortement à la flexion dorsale de cheville dans la rééducation. À noter que une mesure symétrique chez mon patient, il a 6 de chaque côté, mais je ne suis pas satisfait finalement. Ça a beau être symétrique, il est faible des deux côtés et on va devoir travailler sa flexion dorsale. Historiquement, quand on traite les déficits de flexion dorsale, les kinés, on a eu et on a toujours une approche assez mécanique qui est basée sur un des éléments du ROST, qui est l'arthrocinématique, et on émettait finalement l'hypothèse d'un défaut de glissement postérieur du talus ou d'un défaut de mobilité de la tibiofibulaire distale. Cette approche mécanique, là, alors je cite Mulligan, les MWN, les Mobilization with Movement, ça a amené chez nous des techniques de ce style-là où on va venir postérioriser ou du moins exercer une contrainte postérieure et postéro-inférieure du talus durant un mouvement de flexion dorsale. Pertinent sur cette diapo et sur le résultat, c'est que 4% des patients étaient améliorés finalement par le cuboïde, enfin une manipulation sur le cuboïde. Ça nous montre l'importance aussi du médio-pied dans la flexion dorsale de cheville et on va y venir. Leur constat, c'était qu'il y avait un gain significatif après ces manipulations-là sur la mobilité en flexion dorsale et sur la performance au YBT, notamment sur la branche antérieure. Donc rien de rare, on va dire, c'est plutôt logique. On y vient, comment individualiser finalement la rééducation? On va suivre une chronologie avec une mesure objective, on l'a dit, c'est le wall test ou le WBLT, une asymétrie de 1,5 cm interpelle le kiné ou un déficit important, on est à moins de 10 des deux côtés. Et en fait, on va coupler cette mesure objective avec une mesure subjective qui va être la sensation de blocage de notre patient. On va avoir 5 grands cas de figure. Le patient il va décrire une raideur ou une provocation des douleurs antérieures. Il va décrire une raideur ou une provocation de douleur plutôt antérolatérale, ou bien rétromalléolaire médiale, rétromalléolaire latérale, ou bien postérieure. Et à chaque fois, cette sensation rapportée par le patient, ça va nous permettre d'émettre des hypothèses sur la structure qui est potentiellement en train de restreindre la mobilité. Et de ces hypothèses-là, on va éventuellement les confirmer avec des tests quand ils existent. C'est pas toujours le cas, mais il y en a. Et ça va nous permettre de mettre en place des techniques spécifiques. Donc là, on voit qu'on est en plein dans l'individualisation du traitement et qu'on sort un peu d'une approche mécanique centrée uniquement sur le talus. Donc, première sensation de blocage, c'est le blocage antérieur. Donc, allez, on y vient quand même. Qu'est-ce qui peut signifier le blocage antérieur? C'est notre défaut de mobilité du talus. On retrouve malgré tout l'approche mécanique Mulligan. On peut émettre aussi une hypothèse d'une restriction de mobilité du médio-pied, notamment le pied supéromédial, là, avec l'importance de l'abaissement finalement du naviculaire et de la mobilité finalement talonaviculaire. Pour confirmer cette intrication du talus et du médio-pied, on a un test qui existe, qui est le posterior talar glide test, le test de glissement postérieur du talus. C'est un test qui a été décrit il y a une vingtaine d'années, où on place notre patient en bord de table, le tibia finalement en vertical, la cheville à 90 degrés de flexion dorsale. On va exercer une pression sur la partie antérieure du talus pour percevoir la sensation de blocage. Ce test-là, on ne se les approprie pas trop, les kinés, on ne se les pas trop approprié, et je m'inclus là-dedans, parce que il faut aller mettre l'inclinomètre sur le tibia pour percevoir une différence de 4 degrés. Donc on ne s'est pas trop approprié pour le moment ces tests-là, et pourtant on a une étude récente, la Fong et Nguyen, qui relate une bonne reproductibilité inter- et intra-opérateur. Donc peut-être qu'on devrait se saisir un petit peu plus de ces outils. Et si le test est positif, effectivement, on va mettre en place de la thérapie manuelle centrée sur le talus, avec des techniques qu'on va qualifier un peu à la Maitland, où on va rechercher des glissements postérieurs
des techniques de décoaptation où on va à nouveau favoriser du glissement postérieur. Et on n'oublie pas notre médio-pied, notre articulation talonaviculaire et notre couple naviculaire cuboïde qui vont être primordiaux à évaluer et à traiter dans ces sensations de blocage antérieur. Donc ça, c'est notre premier cas de figure. Je pense c'est un peu le plus prévalent. C'est celui qu'on rencontre quand même assez souvent au cabinet, le patient qui se sent bloqué devant. Second cas de figure, c'est la sensation de blocage antérolatéral. Alors là, nos hypothèses structurelles, elles vont évoquer deux tableaux cliniques assez évocateurs, la syndesmose tibiofibulaire et le conflit antérolatéral. C'est important de noter que c'est pour nous quand même en kiné des diagnostics différentiels, et Nicolas vient bien d'en parler. Ça peut voir le coup si on a un cluster de la syndesmose positive, une douleur à la flexion dorsale de cheville, une douleur à la palpation du LTFAI, il faudra adresser au médecin pour réévaluer le bilan lésionnel. Si le médecin a été vu et qu'on peut exclure ces atteintes-là et ces pathologies-là, on va dire, à ce moment-là, on pourra mettre en place des techniques de thérapie manuelle de la tibiofibulaire inférieure, donc techniques de glissement. On retrouve notre approche MWM de Mulligan avec rechercher un glissement postéro-supérieur sur la fibula et des techniques de rotation, translation, on va dire, de talus qui vont fonctionner plutôt bien lorsque le patient décrit une douleur antérolatérale. Je répète, ces tableaux cliniques-là, il faut qu'on les identifie, qu'on ne passe pas à côté et qu'on sache se réadresser au médecin et pas partir vide en tête là, sur des techniques de thérapie manuelle s'il y a un bilan lésionnel incomplet. Troisième cas de figure, c'est la sensation de restriction rétromalléolaire médiale. Donc finalement, trois structures, deux tissus mous et une structure articulaire qui peuvent générer cette restriction de mobilité. Le LFH qu'on va évaluer en reprenant notre WBLT, en amenant finalement le gros orteil en extension. Le test il est positif s'il y a une augmentation de la douleur ou une diminution de la mobilité. Si on estime qu'avec ce test positif, on a une intrication du LFH, on va avoir une action centrée sur celui-ci avec des techniques de relâchement post-isométrique. Je vous ai cité ça, mais il en existe d'autres. Vous en avez probablement des différentes dans vos boîtes à outils. Second cas de figure, le tibial postérieur, c'est un assez gros client, je pense. Pour l'évaluer, donc on refait notre wall test en éversion. Il faut être très vigilant sur ce test-là parce que notre but, c'est de mettre une éversion légère pour majorer la tension sur les tissus mous médiaux et surtout pas de recréer un éventuel conflit articulaire antérolatéral. Donc on veut que notre patient il nous confirme que la mise en éversion légère majore la tension sur le plan médial. Primordial aussi d'être vigilant là-dessus. Donc augmentation de la douleur, diminution de la mobilité, on peut du coup mettre en place des techniques de relâchement post-isométrique, donc myotensive sur le tibial postérieur. Et le dernier cas de figure, c'est l'articulation subtalaire. On n'a pas de test de confirmation, mais on va évaluer sa mobilité dans les trois plans de l'espace. Le traitement pourra se faire aussi, on dit le calcaire, il tangue, roule, vire, dans les trois plans de l'espace. On peut aussi mettre en place des techniques, encore une fois à la Maitland, où on va rechercher des glides inférieurs du calcaneum. Je ne l'ai pas précisé jusqu'à présent, mais évidemment, après toutes ces techniques, on reteste notre WBLT et on voit ce qui marche, on voit ce qui fonctionne. Avant-dernier cas de figure, la sensation de blocage perçue plutôt rétromalléolaire latérale. Donc là, les fibulaires, donc on va à nouveau tester notre wall test avec une inversion, encore une fois assez douce, provocation de la douleur ou diminution de la mobilité. Eh bien, on peut envisager une intrication des fibulaires long et court avec des techniques de relâchement post-isométrique, donc là plus ciblé sur le court fibulaire, il en existe aussi sur le long. Pour l'articulation tibiofibulaire inférieure, ce coup-ci pour illustrer un petit peu les techniques qu'on peut mettre en place, on va s'intéresser un peu plus à l'articulation tibiofibulaire supérieure. Donc on n'en a pas parlé jusqu'à présent, évidemment que ça va être hyper important à évaluer avec des techniques de ce style-là, de glissement postérieur ou des techniques un peu globales qu'on appelle en baguette là, sur la fibula. Et le dernier cas de figure, qui est assez fréquent aussi, c'est le patient qui va décrire une sensation postérieure. En premier, on n'oublie pas notre petit slump test pour évaluer l'intrication du nerf tibial, augmentation de la douleur, diminution de la mobilité. Si c'est positif, on pourra mettre en place des techniques neurodynamiques style tensionneur. Et si c'est négatif, on a notre test de Silver Skull qui nous permet d'évaluer donc soit l'hypoextensibilité ou l'état de tension excessif du solaire et des gastrocnémiens médiaux et latéraux.
Donc on amène notre patient en flexion dorsale maximale, le genou plié, et l'idée c'est de venir amener son genou en extension et de vérifier est-ce que, à mesure qu'on amène le genou en extension, on a une flexion plantaire qui se crée. Okay, si le test il est positif, on partirait plus sur une intrication des gastrocnémiens médiaux et latéraux, donc avec des étirements chroniques. Pas très à la mode les étirements dans les pathologies tendineuses, mais dans des cas comme ça, c'est pas un gros mot de conseiller à notre patient de s'étirer, et peut-être de s'étirer même pas mal. On parle de 1200 secondes par semaine, ça fait à peu près 5 fois 40 secondes tous les jours, donc ça peut être une stratégie. Si mon test de Silver Skull il est négatif, eh bien, on part plus sur une hypothèse avec notre muscle solaire, avec des techniques de massage de la partie profonde du mollet, des techniques de défibrosage, on va dire, du solaire. Une fois qu'on a balayé tout ça, on arrive sur cet arbre décisionnel. Alors cet arbre décisionnel, il a été décrit initialement par Romain Tourian et Massamba Mbaye, donc ceux qui ont mis en place cette chronologie avec une mesure objective, la sensation de blocage, les hypothèses diagnostiques, les tests de confirmation. Je me suis permis de l'adapter un petit peu en envisageant une ou deux autres hypothèses, en rajoutant un ou deux tests, et surtout je me suis permis de l'illustrer avec les techniques de thérapie manuelle qui pourraient être adaptées. On voit devant ce tableau-là qu'il y a quand même pas mal de techniques qui peuvent améliorer la flexion dorsale de notre patient, et qu'on s'éloigne quand même, et je pense à juste titre, d'une hypothèse vraiment mécanique centrée sur le talus. Okay, c'est un peu ça le message. Il y a pas mal de techniques à envisager, et le maître mot, c'est toujours le wall test. Moi, ça m'arrive de leur faire un wall test 5-6 fois dans la séance, après chaque technique, comme ça je vois ce qui a été un petit peu l'élément changeant. Pour finir, les recos de la HAS, là, encore une fois, sont toutes récentes, même si bon, tout n'est pas neuf. La rééducation et le traitement de première intention, évidemment, la rééducation doit être mise en place rapidement, mais surtout, la rééducation, elle est personnalisée et individualisée selon les résultats des évaluations réalisées par les kinés, et c'est surtout pas protocolisé selon des délais prédéfinis. La stratégie, du coup, pour nous, ça serait de standardiser au maximum l'évaluation, pour, in fine, pouvoir personnaliser au maximum la rééducation. Le but de ce topo, c'était aussi de montrer que finalement, même la thérapie manuelle peut rentrer dans ce spectre un peu de standardisation de l'évaluation pour personnaliser la rééducation, et chacun des éléments du ROS, donc de notre cadre de référence, que ce soit l'évaluation de la force, l'évaluation de la mobilité, l'évaluation du contrôle postural statique, dynamique, ça doit rentrer à mon sens dans ce cadre d'une évaluation reproductible, standardisée au maximum, pour pouvoir personnaliser au maximum les choses. Je vous remercie, j'ai terminé. Est-ce que vous avez du coup des questions pour Cédric? Non. Merci en tout cas. Super, ben on va passer à la... Je l'ai trouvé super clair. Ok, du coup on passe au deuxième côté de l'instabilité de cheville, à savoir l'instabilité chronique de cheville. Donc du coup, au bout de 3 mois, on se retrouve avec notre patient qui revient et qui dit oui, écoute, ma cheville je la sens toujours pas, il y a un truc qui va pas. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Du coup, l'objectif de ce topo, c'est il y a énormément à dire sur l'instabilité chronique de cheville. Mais on va venir s'arrêter sur juste un seul point. Si on reprend la définition de l'instabilité chronique de cheville, moi j'aime beaucoup non, c'est l'autre sens, pardon. En fait, j'aime beaucoup le modèle de Hertel qui finalement décrit que l'instabilité chronique de cheville, c'est une sensation de dérobement du bas de jambe depuis plus de 3 mois et qui suit un épisode traumatique. Donc Nicolas l'a dit, en fait, on comprend du coup la nécessité d'avoir une première rééducation qui est, sinon aux petits oignons, au moins excellente. Voilà. Notre patient, lui, ce qu'il faut bien comprendre, moi j'ai beaucoup eu de mal à comprendre le fait que notre danseur, des formations professionnelles, notre patient, en fait, il va avoir, c'est pas tellement une réalité. On va pas le voir se faire des entorses aux chevilles de manière répétitive, mais c'est surtout qu'il va nous dire, honnêtement, c'est une sensation. C'est pas une réalité physiologique. Okay. Et donc dans la symptomatologie,
Des fois, il y a des entorses récurrentes, mais la plupart du temps, on a vraiment cette sensation de lâchage, de dérobement, avec cet inconfort accompagné d'une appréhension hyper importante. Ça vous parle, ça, vraiment? Vous voyez, hein? Ok. Et de crispation. Donc du coup, Heurtel, lui, il nous a décrit, il nous a donné un super tableau qui est trop beau et tout, qui a finalement un concept dynamique. C'est-à-dire que chaque cause, chaque grande famille de causes est liée les unes aux autres. Et en plus, parce que c'est pas assez compliqué, il y a des facteurs personnels qui sont liés à ça, et en plus des facteurs environnementaux. Donc finalement, je m'étais amusé à faire le calcul du nombre d'instabilités chroniques de cheville qu'on pouvait avoir de différentes manières. On était à 11 000 et des brouettes. Okay. Ce soir, on ne va pas parler de tout. Ce soir, moi, j'avais juste pour objectif de parler des déficits du comportement moteur, à savoir l'altération des temps de réaction musculaire, les inhibitions neuromusculaires, qu'elles soient musculaires ou fonctionnelles. Alors, parce que j'ai bien compris que vous ne posiez pas de questions, donc c'est moi qui vais en poser. Est-ce que vous connaissez la différence d'inhibition entre l'inhibition musculaire et fonctionnelle? Ok. Donc du coup, l'inhibition musculaire, on va avoir un shunt du cerveau qui va viser un seul muscle. Okay, qui va se dire, par exemple, les fibulaires, après ton entorse grave, là, j'ai bien compris que je ne peux plus trop les recruter, même j'ai peur de les recruter. Franchement, je les laisse de côté. Et donc du coup, je vais engendrer un déficit de force, de recrutement supérieur à 20-25%. Ça vous parle? Ok. Et à contrario, on a des équilibres, des inhibitions fonctionnelles, auquel cas c'est plutôt dans le mouvement. Le cerveau il va shunter des muscles à certaines parties du mouvement. En disant par exemple, quand tu commences à partir en éversion, eh bien, je ne vais pas recruter les fibulaires à ce moment-là. Ou alors, je sais pas moi, je vais préférer une crispation du mollet plutôt qu'un recrutement des fibulaires. Et donc du coup, en fait, on n'est plus du tout dans l'altération segmentaire, on est beaucoup plus large. On va y revenir. On a les déficits d'équilibre et le déconditionnement physique. Okay. Donc ça, c'est la théorie. Donc qu'est-ce que nous, comment est-ce que ça va pouvoir nourrir notre pratique en cabinet? Juste avant, on va juste parler un petit peu du déficit du comportement moteur pour bien savoir ce dont on parle. Toujours pas, c'est le bon signe. Voilà. Donc, moi j'ai l'impression que mes patients, ils sont toujours entre les deux côtés de la force. C'est-à-dire que soit ils viennent se stabiliser, ils viennent ancrer leur mouvement sur une stabilisation passive, soit ils vont ancrer leur mouvement sur une stabilisation qui va être active. Okay. Je m'explique. Dans la stabilisation passive, donc du coup c'est tout ce qui va être soutenu par nos os, par nos articulations, par nos fascias, par nos ligaments. Et bien en fait, notre patient il va se dire, ok, ben, j'ai envie d'économiser l'énergie, je vais m'empiler sur mes articulations, et finalement mon mouvement va partir de cet empilement-là. Ça fait sens? Ou réaction. Ce sont des forces qui sont centripètes, d'accord, qui s'organisent autour d'un point fixe. Généralement c'est le sol, ok, mais ça peut être autre chose. Ça peut être une barre qu'on va tenir, ou comme ça. Okay. Et le déficit de ce système-là, ça va être l'instabilité. C'est-à-dire que l'articulation, elle est impactée elle est installée sur la pesanteur. À un moment donné, elle va lâcher, ça va partir. Donc du coup, on a vraiment une instabilité. On va le revoir après. C'est bon? Et le challenge de ce type de mouvement, ça va être le centrage articulaire. C'est-à-dire que si on est empilé sur notre articulation, la pesanteur va désaxer notre articulation. Au fur et à mesure, vous pouvez le sentir en faisant le mouvement, en bougeant, en étant empilé, et bien on sent que ça... Moi je me patient, ils me disent, ça racle. Okay. Ça crispe, ça rouille. J'ai l'impression de vraiment de racler. Quoi. Mes articulations sont contraintes. Okay. Ça vous fait sens? On est d'accord, hein? On continue. Okay. Et de l'autre côté de la force, et bien on a la force justement. On a du coup la stabilisation active. Donc du coup on a la contraction musculaire. Généralement ce sont les muscles longs qui sont pris dessus en disant ok, je vais venir tenir fort sur mon segment pour pouvoir entre guillemets le stabiliser. Okay.
le grand avantage de ça, c'est que ça va nous apporter de la force au mouvement, ça va nous apporter de la résistance. Ça va être des forces qui vont être centrifuges, donc qui vont plutôt partir du centre et venir aller en distal. Mais le déficit de ça, qu'on va pouvoir le noter, ça va être la crispation. Avant l'instabilité, on a toujours cette façon de voir, je ne sais pas si ça fait sens en vous, les patients que vous voyez, ils viennent s'installer sur leur cheville et il n'y a aucune adaptation. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils sont sur, tout à l'heure tu parlais d'une botte, on a l'impression qu'ils n'ont pas enlevé la botte, ils tiennent comme ça, ensuite derrière ils se cassent la figure. Vous voyez ça? Les patients qui vous disent ouais, j'ai l'impression d'avoir une bûche à la place du pied. Ouais, ça fait sens? Super. Voilà. Et derrière, le challenge, ça va être la fatigabilité. C'est-à-dire que ces muscles-là, en fait, à un moment donné, ils vont être... Tiens, c'est ta stratégie, en fait, finalement, de tenir comme ça. Mais finalement, à un moment donné, tu vas être fatigable. À un moment donné, en fait, quand ton muscle va être dépassé, ça va partir en instabilité. Ok? Et ce qui est assez étonnant, c'est que les patients qui sont désorganisés comme ça au niveau posturel, c'est que souvent, on a des tableaux mixtes. On a, tout à l'heure on parlait d'une belle botte, une belle crispation au niveau de la cheville avec le tendon d'Achille, okay. Au niveau de la cuisse, au niveau de la hanche, au contraire on va être complètement instable. Au niveau du centre, on va être hyper crispé. Au niveau des épaules, au niveau du cou, on va être hyper instable par exemple. Vous voyez, ça fait sens? Là où on voit beaucoup de crispation, c'est au niveau de la ceinture scapulaire. Okay. Donc du coup, la solution là-dedans, okay, entre ces deux, entre le côté obscur et la force, je ne veux pas vous refaire tout Star Wars, tout comme ça, parce qu'il y a 3 théologies, c'est quand même assez long. Ok, ça serait... Ah, toujours pas, hein, vraiment. Je vais la faire souvent, celle-là. Okay. Ça serait, en fait, c'est un entre-deux, en fait. C'est-à-dire que... alors, il y a beaucoup de noms à ça. C'est... moi, j'aime beaucoup l'appellation tenségrité. La juste activation, finalement, de chaque élément autour de l'articulation pour pouvoir décharger, pour pouvoir... collaborer, j'allais dire presque, pour partager la charge. En fait, on retrouve le concept de l'alignement postural global qui est soutenu par la musculature lisse, d'accord, donc on n'est plus du tout dans la musculature striée qu'on avait dans la force en fait, et dont l'énorme avantage, ça va être l'anticipation du mouvement. C'est-à-dire qu'avant même que je pose mon pied, en fait, je sais que je sais quelles vont être les activations et je sais que déjà mon articulation va être centrée. Okay. Le challenge de ça, ce qu'il va falloir que nous on vienne chercher, ça va être la préactivation. C'est-à-dire que en fait, notre patient, il va avoir ce qu'il va falloir chercher chez lui, ça va être sa capacité à préactiver. Plus qu'anticiper, ça va être préactiver son ventre. Ok? Ça vous va? Donc ça, c'est ce qu'il va falloir venir chercher chez nos patients. Dans quelle situation il est. Okay, et dans quel segment il est. Du coup, avec Cédric, on a réfléchi à se dire, voilà, comment rendre ça hyper pratique. Et donc on voulait vous proposer un test. Ah, mais toujours pas, c'est incroyable. Celui d'Hubert, c'est pas compliqué. On voulait vous proposer un test qui est issu de ma pratique. Moi, je travaille beaucoup avec les danseurs. Donc du coup, en fait, les tests classiques, on va dire, si le single leg stance, en fait, ils sont totalement inopérants chez les danseurs. C'est-à-dire qu'avant que vous ayez un défaut sur un single leg stance, il faut au moins 1 heure, quoi. Et encore les yeux fermés, quoi. D'accord ? Donc en fait, pour venir chercher à comment notre patient, il va venir s'équilibrer, il va vraiment falloir le mettre en défaut. Ah, c'est le bon. Donc du coup, c'est un test qu'on appelle le Bosu-Y test, où en fait on demande à notre patiente de venir de reproduire en fait le Y test, ça s'appelle le Modify Star Excursion Balance Test, voilà, et venir nous observer quel va être le comportement de 5 critères: les scapulas, le bassin, la hanche, la cheville et la qualité du mouvement, la complétude du mouvement. Okay. Et on dit, j'ai mis la phrase là-haut, on va chercher maintenant à comprendre comment tu te stabilises.
c'est en mode accéléré là, mais avant on a essayé de comprendre comment tu t'ancres, comment tu t'axes. Maintenant c'est comment tu te stabilises. Ok. Qu'est-ce que je vais observer? Je vais observer, est-ce que ces 5 critères, on a une adaptation, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un tremblement, mais qui finalement est positif par rapport à la stabilisation. Ok. Ou alors c'est instable, c'est-à-dire que là, je ne sais pas si vous voyez sur la cheville, à un moment donné, en fait on voit le pied, c'est pas maintenant, attention, blam. Voilà. Là on voit la cheville qui part, là celle-là il y a une instabilité. Okay, on le voit aussi sur la hanche à un moment donné avec ça part. Okay. Ou alors il y a une crispation, parce qu'il ne faut pas l'oublier, la crispation elle aussi est synonyme de déficit du comportement moteur. Ça va, ça vous parle? Ok. Et comme tout à l'heure avec Cédric, eh ben on va faire, et du coup on va pouvoir nous faire un score sur 5. On va pouvoir se dire, ok, sur qu'est-ce qu'elle valide, qu'est-ce qu'elle valide pas. Et en plus de ça, on pourra prendre dans nos notes, on prend tous, on fait un petit bilan, super bien. Là, par exemple, elle a un score de 3 sur 5, c'est-à-dire qu'on voit que la cheville, elle est instable, et au niveau de la hanche, elle est instable aussi. Non, au niveau du bassin, elle part aussi, quand elle part en interne, voilà. Voilà, c'est ça, on voit vraiment le bassin qui part. Donc du coup, on pourra dire elle est à 3 sur 5, avec un I sur la chirurgie de la cheville. Bonsoir, merci à tout le monde d'être là, merci aux organisateurs pour l'invitation. Donc je vais essayer d'être bref vu que c'est le dernier topo. Alors, est-ce que je vais réussir à ramener ça? Voilà. Donc en fait la question qui m'avait été posée, c'est quand finalement adresser les patients aux chirurgiens. Déjà, pour moi, le premier problème, c'est le diagnostic. Donc vous savez qu'effectivement, si c'est un diagnostic positif d'entorse, écoutez, pas de souci. Il faut que je le voie surtout pas trop tôt, parce que vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses à faire avant. Donc chacun déployer en fait sa prise en charge, il y a beaucoup de choses à faire avant. Et donc c'est ça, pas trop tôt si la prise en charge est adaptée. C'est-à-dire que si la prise en charge est adaptée, on peut les voir plus tôt pour essayer de recadrer un petit peu. Mais je voulais vous alerter beaucoup aussi sur les diagnostics différentiels. C'est-à-dire que du coup, vous kiné, vous allez voir quand même les patients souvent assez tôt. Et comme on disait Nicolas tout à l'heure, donc ils n'ont pas souvent été vus, et parfois ils ont juste été vus par exemple par les généralistes qui ont beaucoup de qualité et qui connaissent beaucoup de choses, mais la cheville, je pense que souvent vous la connaissez mieux parce que du coup vous connaissez mieux l'anatomie, vous savez examiner les patients, les généralistes parfois un peu moins. Et on ne parle pas des urgentistes. Effectivement c'est ça, donc pour moi ce qui est super important de savoir, c'est que toute cheville gonflée douloureuse n'est pas une entorse, parce que vous avez dû déjà en voir passer, donc souvent on a des patients qui arrivent, disent diagnostic d'entorse alors qu'en fait ils n'ont jamais eu de traumatisme. Donc, et puis après dans les traumatismes, tous les traumatismes du pied ne sont pas des entorses. Donc vous avez souvent, on peut retrouver des diagnostics de rupture du tendon d'Achille, d'entorse du chopard ou du disc-franc, parfois même de pathologies chroniques, donc pas du tout de traumatisme, mais des chevilles qui sont prises pour des traumatismes alors que ça n'est pas. Donc là, c'est votre rôle aussi, c'est au moment de ça, de recadrer, de réadresser si jamais les patients ne sont pas pris en charge correctement de façon initiale. Ensuite, donc, il y a des cas qui nécessitent une prise en charge rapide. Donc c'est la syndesmose, donc ça on pourra en parler un peu plus précisément en discutant, mais c'est vrai que ça pour le coup c'est vraiment le pronostic est vraiment conditionné par la prise en charge. Donc, si on prend en charge les patients avant 3 semaines, souvent ça se passe bien, après 3 semaines c'est beaucoup plus compliqué. Ensuite vous avez Alors oui, pour la syndesmose, pardon, donc il y a vraiment un consensus chirurgical clair maintenant pour les lésions de stade 3, donc vous savez c'est vraiment sur où il y a vraiment un diastasis entre le tibia et la fibula. Le stade 2B, quand on a une entorse de la tibio-fibulaire distale sans diastasis mais avec une lésion de la membrane interosseuse, ça aussi c'est consensuel. Ce qui n'est pas consensuel, c'est quand on a une lésion de la tibio-fibulaire distale mais sans lésion de la membrane. Donc ça, c'est quand même bien qu'on les examine, que ce soit surtout les médecins du sport et éventuellement les chirurgiens. Après, vous avez les fractures ostéochondrales, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est assez exceptionnel. Donc ça peut arriver, mais c'est vrai que je pense que là ça doit vous alerter parce que c'est des patients souvent qui ont des gros épanchements, qui ne récupèrent pas, avec aussi beaucoup de blocages. Dans la mobilité, vous allez sentir des craquements, des blocages, et cela, il faut essayer de réadresser pour qu'on les voit plus tôt en effet aussi, parce que dans de rares cas, on peut être amené à les opérer en urgence, soit pour ostéosynthèser les fragments, soit pour les retirer. L'entorse latérale chirurgie immédiate, donc pour moi c'est réservé aux sportifs de très haut niveau, dans des centres très spécialisés,
et les études ne sont pas claires pour le bénéfice. Donc très honnêtement, je pense qu'il faut vraiment sortir cette idée-là. Entorse grave égale chirurgie, donc ça c'est fait. Maintenant, je pense que vraiment c'est plus du tout d'actualité. Et c'est pour ça que nous, chirurgiens, les voir en urgence, franchement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est mieux que ce soit les médecins du sport qui puissent voir les patients, les examiner, leur faire des échos. Parce que nous, on n'a vraiment pas de valeur ajoutée quand on les voit trop tôt. L'autre chose, l'autre drapeau rouge, c'est vraiment les entorses de l'isfranc, donc et les fractures luxation de l'isfranc. Donc ça, c'est vraiment un très très mauvais pronostic dès que c'est pris en charge tardivement. Et là, c'est pareil, vous devez pouvoir en voir de temps en temps des patients qui ont des gros pieds, grosses chevilles douloureuses, qui ne récupèrent pas. Donc là, ne pas hésiter à faire des radios ou un autre examen pour redresser le diagnostic. Donc oui, alors après dans l'instabilité chronique, quels sont les patients que j'aime bien recevoir en consultation? Donc c'est ceux qui ont les meilleurs résultats. Et donc c'est souvent les patients qui ont des chevilles qui sont souples, qui sont pas douloureux et qui ont vraiment des bons muscles. Donc ça effectivement c'est les patients qui ont des bons résultats après la chirurgie. Et c'est ceux qui ont été vraiment bien pris en charge, peut-être pas tout initialement, mais après, secondairement, ils ont été bien pris en charge parce que justement, on a pu retrouver l'absence de raideur en flexion dorsale, l'indolence et puis la force musculaire. Mais malgré tout, ils peuvent rester instables dans ces cas. Et les autres patients qu'on aime moins recevoir, c'est les patients qui sont en accident de travail, qui sont pas sportifs, qui sont hyperlaxes et qui sont douloureux. Donc là, la douleur, c'est vraiment un facteur très péjoratif. Donc c'est pour ça que souvent, on essaie de faire en sorte d'obtenir l'indolence avant d'envisager toute chirurgie. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on fait quand on opère? Donc il y a surtout deux techniques qui sont utilisées en France. Ce sont deux techniques arthroscopiques. Donc vous avez la technique de Bosch-Frank-Gould. En fait, c'est des techniques qu'on fait sous arthroscopie qui font en sorte de pouvoir réinsérer le ligament talofibulaire antérieur. Et souvent, on vient renforcer la plastie par des points sur le rétinaculum des extenseurs, qu'on vient rattacher en fait par des encres sur la fibula. Donc ces techniques-là, on les utilise chez les patients qui sont plutôt jeunes et qui n'ont pas eu beaucoup d'entorses et qui ont des désinsertions, en fait, des avulsions en fait, du plan ligamentaire sur le côté latéral de la cheville. Donc ça, typiquement, c'est ça. C'est des patients qui sont pour le coup souvent un peu plus douloureux qu'instables, mais qui sont quand même instables et qui sont encore une fois des patients plutôt jeunes et qui souvent n'arrivent pas à reprendre le sport, malgré une rééducation qui est bien conduite. Et là, en fait, on a un besoin vraiment hyper important des médecins du sport ou des radiologues parce qu'ils doivent nous décrire les lésions. Et en fait, c'est surtout ces indications-là où effectivement les ligaments sont toujours bien attachés sur le talus et sur le calcanéum et ils sont détachés de la fibula. Sachant qu'effectivement, il y a vraiment des insertions communes entre le calcanéo-fibulaire et le talofibulaire. Donc si on réinsère un, souvent l'autre on le réinsère aussi. Parce que souvent ils viennent les deux ensemble quand on les remet en place. L'autre technique chirurgicale qu'on utilise, c'est la technique qui a été décrite par Takao, qui est un japonais, en fait, où on utilise là une ligamentoplastie, vraiment, donc on va aller chercher le gracilis au genou, par exemple, et où on va réaliser, comme pour les ligamentoplasties du ligament croisé antérieur, on fait vraiment des tunnels osseux, donc un tunnel dans le talus, un tunnel dans le calcanéum, et puis un tunnel dans la fibula, pour essayer de reconstruire le talofibulaire antérieur et le calcanéofibulaire. Donc là, pour le coup, c'est vraiment des patients souvent qui sont un petit peu plus âgés ou alors qui ont vraiment des désinsertions sur la fibula, sur le calcanéum ou sur le talus. Donc ça, c'est des techniques qui, à mon avis, donnent vraiment de très bons résultats, bien meilleurs que les ligamentoplasties de Castin où on utilisait les fibulaires. Parce que les fibulaires, ça a donné deux problèmes. Le premier, c'est qu'on utilisait un stabilisateur de la cheville, ce qui est quand même pas idéal pour la stabilité de la cheville. Et l'autre chose, c'est que c'était des techniques qui n'étaient pas anatomiques. En fait, on faisait une sorte de plastique qui était une sorte de bisectrice en fait, entre les deux ligaments. Donc c'était des ligaments qui n'étaient pas isométriques et qui donnaient souvent une stabilité, mais au prix d'une perte quand même de beaucoup de mobilité, de la cheville et de la soutalienne notamment. Donc là, avec ces techniques-là, on est quand même plus en confiance. C'est des techniques qui sont vraiment très efficaces et avec souvent d'excellents résultats. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire pour ce soir. Donc, je vous remercie de votre écoute et puis avec plaisir pour les questions. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les 4 interventions qu'on a ce soir. On a la chance de les avoir avec nous. Yes.